Je vais plus parler en français, mais bien sûr, vous pourrez intervenir en tamazight ou en arabe, c'est avec plaisir. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, bonjour. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent ici, mais aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Cette conférence est filmée, elle est diffusée en direct. Donc, je demande à toutes et à tous de faire votre possible pour partager et diffuser largement le contenu de nos débats afin qu'ils soient écoutés par le plus grand nombre ici en France, mais aussi ailleurs, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye et ailleurs sur le continent américain et européen. Personne ne peut rester neutre devant la situation au Maghreb, car les dangers qui guettent l'Afrique du Nord et ses prolongements concernent non seulement les citoyens de chacun de nos pays, mais encore tous les citoyens épris de paix, de justice, de progrès ici en France. La conférence maghrébine que nous avons l'honneur d'animer conjointement est une initiative de militantes et de militants maghrébins qui viennent enrichir tous les autres espaces de réflexion et d'action pour un Maghreb des peuples, de la coopération, du progrès et de la paix. Cette conférence est totalement indépendante de tous les gouvernements, institutions, partis, syndicats ou toute autre force de pression idéologique, politique, financière ou religieuse. Les organisateurs sont là, donc devant vous. Ils participent à égalité avec les autres intervenants invités, historiens, intellectuels et citoyens engagés dans ce pays d'accueil avec nos camarades au pays, un débat ouvert et démocratique. Elle est également totalement transparente dans la composition de ses animateurs, de ses organisateurs et de ses objectifs. Depuis quelques mois, la situation s'est dangereusement dégradée dans cette région du monde, à l'instar des autres. Nous avons le devoir d'avoir l'ambition d'aider à transformer cette zone fragmentée, composée par nos pays respectifs, en une zone de paix, de stabilité, de solidarité et de fraternité. Nous avons le devoir ainsi d'identifier et dépasser les obstacles d'une fragmentation antinationale, puisqu'elle nie les intérêts stratégiques des peuples de la région. Une Afrique du Nord, un Maghreb dans lequel les peuples seraient totalement souverains et de ce fait garantiront l'indépendance nationale de chacun des pays et pourront construire l'avenir commun d'un Maghreb libre, démocratique et solidaire des peuples libres, souverains de leurs institutions et de leurs richesses, loin des bruits de bottes et des canons. C'est pour cette raison que nous avons construit cette première conférence comme un lieu d'échange fraternel, de débat démocratique entre militants et citoyens maghrébins totalement autonomes, citoyens et citoyennes totalement autonomes. Nous avons besoin de ce lieu, de cette dialectique pour nous connaître et apprendre à travailler ensemble, sans langue de bois et sans cadre linguistique figé. Donc je disais bien, on pourra intervenir en tamazight, en arabe, en français. J'espère que, je ne sais pas si en anglais c'est possible, mais pour certains. Figé pour permettre à chacun de transmettre ses opinions et ses convictions dans l'intérêt des peuples de cette région du monde qui est le Maghreb. Nous pensons que dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, aucun pays, aussi fort soit-il, ne peut se suffire à lui-même et assurer la pérennité de sa stabilité, de son développement harmonieux et donc de son indépendance nationale sans le soutien fort et indéfectible de son peuple et une entente coexistence pacifique avec ses voisins. Le constat est accablant, des milliers de prisonniers politiques dans nos pays, des condamnations arbitraires, une répression féroce contre les citoyens
citoyens et citoyennes, y compris l'utilisation de la torture, des injustices sociales criantes, la violation permanente des droits de l'homme. La principale préoccupation de nos gouvernements est de se maintenir en place. Le respect de la dignité humaine, le progrès et l'émancipation, la justice et la démocratie sont le cadet de leurs soucis. Dans le cadre des activités du 3e anniversaire du Hirak, processus révolutionnaire d'appropriation de la souveraineté du peuple algérien, pleine et entière, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui, donc à partir de maintenant jusqu'à 21h, la conférence maghrébine qui se déclinera en 3 thèmes de 1h30 chacun, avec des pauses de 15 minutes entre deux. Ah là, je m'entends. Donc le thème 1, qui va démarrer là maintenant, donc c'est intitulé, c'est Rappel des tentatives d'unification du Maghreb. Donc j'ai avec moi Melinda Serridji, qui est algérienne, doctorante en histoire. Salim Chenna, qui est algérien aussi, docteur en sciences politiques. Et donc en distanciel, je ne le vois pas, Farid Ait Lahsen. Le thème 2, intitulé Situation actuelle de la construction maghrébine, force agissante pour le changement et principaux obstacles. Les intervenants sont les suivants. Cédric Hadjou, Mouham El-Hendouz, Khaled Kmira, Mourad Yefsah. Thème 3, tout concourt à la nécessité de la construction d'un espace nord-africain des peuples. Les intervenants seront Tariq Ben Hiba, Fouad Ben Abdel Moumni et Othman Ben Zarou. Excuse-moi Othman Ben Zarou. Cette conférence se déroulera comme il est d'usage dans nos luttes pacifiques et démocratiques, dans un cadre transparent et totalement libre, car nous portons un objectif commun, celui de la défense des intérêts de tous les peuples de la région. Et poursuivons nos luttes politiques respectives dans une entente réciproque, nous œuvrons à notre échelle à l'émergence de nouvelles bases d'un Maghreb des peuples libres et démocratiques en partant exclusivement des besoins et réalités concrètes des principaux concernés, à savoir les peuples d'Afrique du Nord. Donc les intervenants que nous remercions infiniment d'avoir répondu à notre initiative prendront la parole entre 15 et 20 minutes, voilà, sur chacun des thèmes. Ils exposeront leur point de vue d'experts, d'historiens et de militants. Nous les remercions encore vivement pour leur disponibilité. Puis après, donc à l'issue de différents intervenants par thème, je donnerai la parole donc à vous, les présents dans cette salle. Donc ce serait environ 15 minutes par citoyenne et citoyen. J'ai présenté tout le monde, mais je pense qu'il faut que je me présente. Moi, je suis Malika Grim, je suis maître de conférence à l'université Gustave Eiffel. Je ne suis pas ni en politique, comme je lui disais, ni en histoire, mais en informatique. Et je suis une militante algérienne. Alors, merci. Je vais commencer par Linda Serridji. À toi la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, dès le début du mouvement national, la lutte indépendantiste s'est inscrite dans un cadre maghrébin. En effet, l'étoile nord-africaine, créée en 1926 sous la direction de Messali Hadj, comptait en son sein des militants algériens, marocains et tunisiens. Hossein Ait Ahmed est issu de ce courant indépendantiste. Il s'éveille tout d'abord de façon politisée aux idéaux nationalistes dans le cadre de sa scolarité. Au lycée, en compagnie d'un groupe de jeunes lycéens avides d'appuyer la lutte indépendantiste, débute alors l'éclosion de son éveil aux idéaux nationalistes. Un tournant majeur fait basculer ce groupe dans la clandestinité totale. Les massacres de Sétif et Guelma du 8 mai 1945. Sans en informer ses parents, Ait Ahmed quitte le lycée et s'embarque dans la clandestinité. Il grimpe rapidement les échelons en intégrant le comité central et le bureau politique du MTLD, et il est porté à la tête de l'organisation spéciale, l'OS, qui est une branche paramilitaire du parti.
C'est en cette qualité qu'il est chargé d'établir un rapport qu'il expose aux membres du comité central élargi réuni à Zédine en décembre 1948. Ce rapport revient sur les problèmes stratégiques et tactiques qui entravent le déclenchement de la révolution, mais également sur la nécessité de penser la lutte indépendantiste dans un cadre maghrébin. En dépit du scepticisme qu'il émet à l'égard des divergences de vues des dirigeants maghrébins quant à la nature de la lutte commune à mener, il n'envisage pas la continuation du combat sans l'ouverture vers le Maroc et la Tunisie. Il écrit ainsi, je cite, « Un combat libérateur qui n'envisage pas tout le Maghreb comme cadre stratégique apparaît comme un suicide. » Face au constat du manque d'armes criant au sein de l'OS, il envisage de s'approvisionner, je cite, auprès des pays frères. Il préconise la mise en place d'un état-major commun devant former, je cite, un haut commandant maghrébin qui serait la pièce maîtresse de cette mise en scène historique qui doit mettre un terme à la tragédie du Maghreb. Et il préconise la constitution d'os marocaine et tunisienne. La figure d'Abdelkrim el-Khattabi, je cite, guerrier susceptible d'entendre notre langage, est évoquée comme intermédiaire à privilégier. Ce sera chose faite au Caire, alors qu'Aït Ahmed y représente la délégation extérieure du MTLD. En effet, à la suite d'une crise au sein du parti, Aït Ahmed est évincé de l'OS en raison d'accusations non fondées visant à le désigner comme berbériste, dans le sens comme une menace pour l'unité du parti. S'ensuit la découverte par les autorités coloniales de l'OS en 1950 qui resserre l'étau sur sa personne. À l'issue de 3 années de clandestinité, alors qu'il est activement recherché, il embarque sur un paquebot en direction de Marseille, puis prend l'avion pour le Caire, où il arrive le 1er mai 1952. Se met en place une diplomatie au service du nationalisme maghrébin. Aussi, Aït Ahmed pose la question de l'établissement de relations diplomatiques et de l'internationalisation de la question algérienne dès décembre 1948, dans le rapport de Zédine que j'ai cité précédemment. Il y développe l'idée de l'impérieuse nécessité à se créer des soutiens, de les développer, tout d'abord du côté des forces opprimées par la constitution d'un front révolutionnaire des peuples opprimés, je cite, stade suprême de la solidarité internationale, qui doit unir les mouvements anticolonialistes et mobiliser cette force vitale qui les pousse à lutter pour leur indépendance. La théorie laisse désormais place à la pratique en Égypte. L'Égypte constitue, à la fin des années 40, un refuge pour les nationalistes maghrébins qui tentent d'unifier la lutte pour leur indépendance respective. Le Caire devient le centre de fonctionnement du Bureau du Maghreb arabe, fondé en février 1947 à l'issue d'un congrès nord-africain qui réunit au Caire, du 15 au 22 février, des Algériens indépendantistes du MTLD, représentés par Chali Mekki, des Marocains de la Ligue de défense et du parti tunisien du Néo-Destour, représenté par Bourguiba. Donc, ce bureau du Maghreb arabe est chargé de coordonner l'action nationaliste maghrébine, de revendiquer l'indépendance totale du Maghreb, d'établir des contacts entre les nationalistes maghrébins et d'informer la communauté internationale sur l'évolution de la situation coloniale de ces pays. Cela passe notamment par un travail au sein d'un bureau de presse chargé de faire relayer à l'international la lutte indépendantiste maghrébine et un travail diplomatique auprès des capitales arabes, asiatiques ainsi qu'aux États-Unis. Le bureau du Maghreb arabe réclame notamment l'envoi par la Ligue arabe d'une commission d'enquête dans les 3 pays du Maghreb et que cette Ligue arabe serve de tribune pour la lutte indépendantiste auprès des institutions internationales. Le lendemain de son arrivée au Caire, à peine eu le temps de s'émerveiller devant la splendeur du Nil, je cite ce coup de cœur presque magico-métaphysique, Aït Ahmed se présente accompagné de Mohamed Rider et Chali El-Mekki au siège du bureau du Maghreb arabe, je cite ce bureau haut en couleur qui tient d'une ambassade introduite par la solennité de ses entrées et la pompe de ses salles de réception. Il évoque également le profil d'un hôtel particulier, style aristocratie sicilienne, avec ses hauts portiques, ses vitrines baroques et sa profusion d'ornements dont l'extravagance dissimule à peine les temps passés. Fin de citation. Il explique cette opulence par le soutien probable, direct ou indirect, du secrétaire général de la Ligue arabe, Abdelrahman Azzam,
je cite, le plus maghrébin des non-maghrébins, qui présida d'ailleurs le comité du Maghreb arabe. À en juger par ce qu'il voit, c'est la délégation tunisienne qui est la mieux dotée. Elle est équipée d'une documentation et de moyens d'impression plus importants. Elle aurait également été la plus active au vu des nombreuses visites qu'elle reçoit. C'est enfin la plus nombreuse. En représentante d'un parti, elle s'érige ensuite véritablement en porte-drapeau du gouvernement tunisien. En parallèle, il dresse un constat amer en ce qui concerne la délégation algérienne. Je cite, en revanche, on a vite fait le tour de la section algérienne. Son représentant est Chadli El-Mekki. Aït Ahmed dresse un bilan décevant de son action au sein de la délégation algérienne du Bureau du Maghreb, qu'il aurait laissé à l'état, je cite, de demi-jachère, notamment en raison de ses absences remarquées. Il l'oppose à la figure de Mohamed Rider, je cite, dont l'exil volontaire avait redonné une plus grande animation à la section algérienne. Rider recevait des étudiants ou des Algériens établis au Moyen-Orient, des journalistes, des personnalités politiques arabes. Aït Ahmed, quant à lui, assure la permanence de la délégation algérienne du bureau. Il se plonge dans la presse locale afin de connaître le contexte égyptien dans lequel il doit désormais évoluer. Ces lectures lui permettent également d'améliorer ses connaissances en langue arabe, et notamment par le biais du langage journalistique qui conjugue langage familier et langage classique. En Égypte, il apprendra l'anglais au British Institute d'Héliopolis en Égypte, mais par-dessus tout, il voit comme une nécessité impérative de se former, je cite, sur le tas aux techniques de la communication et de la diplomatie, forme nouvelle du militantisme politique. La figure charismatique d'Abdelkrim El-Khattabi, qui, à l'issue de son exil à La Réunion, se réfugie au Caire, apporte une légitimité supplémentaire. Le 9 décembre, il proclame un manifeste soulignant la volonté inébranlable des partis nationalistes maghrébins de se consacrer à la lutte indépendantiste. Ce combat indépendantiste maghrébin ne se limite pas aux pays arabes. L'écho se fait entendre jusqu'en Asie, où la décolonisation a déjà été enclenchée. C'est ainsi que les 3 pays du Maghreb envoient une délégation en janvier 1953 au nom du MTLD. Aït Ahmed et Mohamed Yazid représentent le MTLD. L'Istiklal est représenté par Margaret Pope, qui est une journaliste britannique, et le Néo-Destour, qui est représenté par Tayeb Slim, à la conférence socialiste asiatique de Rangoon en Birmanie. Ils y militent pour l'inscription de la question algérienne à l'ONU. Un bureau anticolonial chargé de suivre l'avancement de la lutte à l'ONU y est créé, et les émissaires algériens obtiennent que soit mentionnée leur lutte à l'issue du communiqué final. À l'issue d'un périple asiatique, Hossein Aït Ahmed arrive en avril 1955 dans la ville indonésienne de Bandung. On doit se tenir une conférence d'une grande ampleur, aux côtés du chinois Xu Enlai, de l'égyptien Gamal Abdel Nasser, de l'Indien Nehru et de l'indonésien Sukarno. Les Maghrébins assistent à l'événement avec le statut d'observateur. La délégation algérienne est représentée par Aït Ahmed, la marocaine par le leader du parti indépendantiste de l'Istiklal, Alaa El Fassi, et Salah Ben Youssef représente le Néo-Destour. Ils y présentent un mémorandum commun, symbole de l'unité maghrébine affichée. Une résolution en soutien du droit à l'autodétermination et à l'indépendance est adoptée à l'issue de la conférence. Aït Ahmed retourne ensuite au Caire en décembre 1955 afin de rendre compte de sa mission et établir un programme futur à entreprendre aux États-Unis, nouvel Eldorado diplomatique, où il se rend en mars 1956. Il y entreprend une tournée diplomatique en ouvrant en avril 1956 le bureau de la délégation du FLN à New York. Il saisit la particularité du contexte de division entre les puissances alliées quant aux questions nord-africaines. Ainsi, en 1956, lorsqu'il rencontre des représentants du département d'État à Washington et Tripoli, il les met en garde, je cite, « L'attitude d'une Afrique du Nord indépendante envers l'Occident dépendra des circonstances dans lesquelles elle gagnera son indépendance. » En effet, les Américains hésitent sur l'attitude à adopter, par exemple face au protectorat marocain, de crainte de mettre en péril la stabilité de leurs bases qui y sont établies. Aït Ahmed perçoit également l'avantage qu'il peut tirer de la crainte des États-Unis de voir le Maghreb embrasser la cause communiste en période de guerre froide.
Cet engagement d'Hosni Ait Ahmed à la lutte indépendantiste dans un cadre maghrébin s'illustre également par sa participation à une conférence qui devait réunir le Maroc, la Tunisie et des représentants nationalistes algériens le 22 octobre 1956 à Tunis. Munis de faux passeports, sous de fausses identités, les 5 représentants algériens, que sont Ait Ahmed, Mohamed Ben Bella, Mohamed Rider, Mohamed Boudiaf et Mostefa Lashraf, montent à bord d'un aéronef marocain en compagnie de journalistes marocains, français et d'un américain. L'appareil est détourné vers Alger et débute la période d'incarcération d'Ait Ahmed. À l'issue de l'arraisonnement de l'avion des détenus algériens, le retentissement de cette affaire acquiert rapidement une dimension internationale. Preuve, les manifestations violentes qui explosent dans plusieurs villes du Maghreb en passant par l'Asie et le Moyen-Orient. Cette vague de contestation populaire amène les gouvernements marocains et tunisiens à renforcer leur appui à la cause nationaliste algérienne. Il ne faut pas oublier l'affront qu'a représenté l'arraisonnement de l'avion. Ainsi, de nombreux hommes politiques, représentants consulaires et gouvernementaux sont envoyés auprès des détenus. Le roi du Maroc dépêche auprès des Algériens du personnel et de nombreux représentants chargés de veiller sur leurs conditions de vie carcérale et de prêcher pour leur libération. Parmi eux, Mohamed Larzaoui, directeur honoraire de la Sûreté nationale du Maroc, qui se rend sur les lieux mêmes de détention afin de s'assurer de la prise en charge convenable des détenus. Il rend compte également au roi des pourparlers franco-algériens en cours et bénéficie d'une permission de visite de la part des autorités pénitentiaires permanentes. Les représentants marocains bénéficient de facilités d'accès aux lieux de détention et leurs véhicules ne sont pas soumis à la fouille des CRS à l'entrée. Autre figure politique qui gravite autour des détenus, Abdelkrim Khatib, qui est un docteur algéro-marocain et qui est le cousin d'un colonel de la Wilaya 4 en Algérie, Youssef Khatib. Il est délégué auprès du GPRA à Tunis. Il est nommé ministre d'État chargé des affaires africaines. À ce titre, il devient un intermédiaire privilégié avec les détenus. Et il communique ainsi, par exemple, avec leurs épouses, les épouses de Mohamed Rider et de Ait Ahmed, qui sont, elles, installées au Caire. La sécurité et la prise en charge des détenus, donc on a vu dans des conditions favorables, est une grande préoccupation du royaume chérifien, et pour cause, c'est à bord d'un aéronef marocain que furent capturés les Algériens, et la population marocaine surtout est sensible au sort réservé aux ministres algériens détenus. La grève de la faim que ces 5 ministres détenus entament le 2 novembre 1961 à la suite d'un mouvement de grève générale des détenus algériens en métropole qui réclament de meilleures conditions de détention, déclenche donc l'inquiétude des autorités marocaines qui craignent pour la mise en danger de leur vie. Ils mettent à leur disposition des médecins marocains et à l'annonce de leur transfèrement vers ce qui sera leur dernier lieu de détention, le château d'Aunois, des représentants marocains se rendent personnellement sur les lieux de détention afin de s'assurer de la qualité de la prise en charge qui sera assurée. À leur libération, je termine sur la conclusion, là j'arrive à la conclusion. À leur libération, le 19 mars 1962, leur première destination officielle est le Maroc, à Rabat, où une cérémonie est organisée en leur honneur, accompagnée des membres du GPRA. Donc je suis à la conclusion. Ait Ahmed aura porté toute sa vie l'idéal d'un Maghreb uni, Maghreb auquel il sera intimement lié sur le plan familial. En effet, alors qu'il se marie clandestinement au Caire avec Jamila Touder, Alal El-Fassi n'est autre que son témoin de mariage. Et de grandes figures politiques tunisiennes et marocaines y assistent, telles que Salah Ben Youssef ou Ahmed Ben Melir, qui est un nationaliste et diplomate marocain. Puis, durant la guerre d'Algérie, c'est en Tunisie que se réfugiera sa famille au sein d'une famille tunisienne et son père, Mohamed Yahya, y décède. Son corps ne sera rapatrié qu'à l'indépendance. Son frère cadet, Mohamed Amokran, s'établit au Maroc et y est toujours enterré à l'heure actuelle, comme sa sœur Zor, qui épousera en juillet 62 Abdelhadi Baraka, grand avocat marocain, chef de la confrérie de la Chadilia. Cette famille Baraka fut un soutien au FLN et hébergea des militants durant l'insurrection du FFS. Je vais raccourcir ma conclusion. À son décès, Mohamed Arbi apportera un éclairage sur la conception pragmatique du Maghreb de celui qui fut son ami. Je cite, il a essayé de concevoir le Maghreb comme projet historique, c'est-à-dire non pas seulement une unité des 3 pays, mais une nation maghrébine conçue selon des sensibilités différentes, un Maghreb de conception ouverte.
l'idée de l'unité du Maghreb est plus que jamais un enjeu géopolitique de premier ordre au regard de la situation actuelle où l'unité semble s'éloigner à l'aune des tensions algéro-marocaines avec en toile de fond la question de la souveraineté du Sahara occidental et plus récemment les accords de normalisation israélo-marocains qui ont entraîné une rupture des relations diplomatiques. Merci beaucoup, Mélinda. Merci à vous, désolée d'avoir... Il n'y a pas de souci. Donc, juste pour rappeler, donc Mélinda, elle vient de nous donner un point de vue en tant que doctorante en histoire et son sujet de thèse, c'est Hussein Ahmed et la lutte indépendantiste maghrébine. Là, c'est juste le... Et là, c'est autour de l'unification. Une façon de... Une tentative d'unification du Maghreb. Je vais passer la parole à Farid Ait Lahsen qui est en distanciel. À vous. Vous m'entendez? Oui, marhaba. Marhaba. تسمعوني؟ Oui, oui. وي اوكي شكرا. المهم انا نهضر بالعربيه. فريد أيت الحسن مهتم بتاريخ الريف وبالمقاومه الريفيه والمقاومه المغربيه بشكل اوسع. الشكر للاخوه المبادرين لهذه المبادره ديال المؤتمر، للمشاركات والمشاركين. كاين صوت؟ تسمعوني؟ Oui. وي؟ راني نسمعوك. وي راني نسمعوك. لان ما كنشوفش الشوش. المهم بالنسبه لي غنتكلم على المؤتمر ديال القاهره اللي عطانا النتيجه ديال التاسيس ديال المكتب المعروف المكتب المغرب العربي. هذا المؤتمر اللي كما كنعرفوا كان واحد المجهود جماعي ديال مجموعه ديال القوى اللي كانت كتسمى بالقوى الوطنيه، واللي كان عندها واحد الوجود اعلامي ودبلوماسي وسياسي على الساحه المصريه، وفي نفس الوقت كان عندها واحد النشاط اللي هو ممكن نقولوا عليه نشاط مناهض الثلاث: تونس، مراكش اللي هو المغرب الاقصى، والجزائر. في نفس الوقت اريد ان اضع مسالتين، هو ان مكتب المغرب العربي هو البدايه اللي ما عندوش عنده علاقه مع اللجنه ديال تحرير المغرب العربي. المكتب قضيه اخرى، واللجنه ديال التحرير اللي تاسست 5 جونفي 1948 في نفس الوقت في القاهره تحت الرئاسه ديال عبد الكريم الخطابي هو اطار اخر، لكن كان في استمراريه في الزمكان وكان عنده تقريبا نفس الاهداف، الا انه اللجنه كانت كتعتمد على الخيار العسكري والمشترك بطبيعه الحال. دونك كما قلت ان المؤتمر اللي تنظم في القاهره تحت الرعايه ديال ماشي رسميا، ما عندناش اثباتات رسميه، ولكن ممكن نقولوا ان الرعايه الرسميه كانت من طرف ما يعرف بالجامعه العربيه في ذاك الوقت، وكنشوفوا انه البيان الختامي ديال هذا التاسيس ديال هذا المكتب كيبين انه كان الانتخاب او الاجماع على ان يكون السيد عزمي باشا الامين العام ديال الجامعه العربيه رئيسا شرفيا لهذه اللجنه. كما كنعرفوا كذلك ان هذا المكتب كان فيه تمثيليه ديال المجموعه عريضه
ديال الوطنيين المغاربيين من تونس والجزائر ومراكش. كنذكروا على سبيل المثال على مستوى الأحزاب اللي كانت مشاركة في المؤتمر، كان حزب الاستقلال المغربي، كان الحزب الحر التونسي الجديد، كان حزب الشعب الجزائري، كان حزب الإصلاح الوطني اللي هو ديال اللي كان كيسمو الراحل محمد بن عبود، كان الشخصيات يعني جد مهمة على مستوى المغاربي، و يعني من طبيعة الحال بدا التنسيق مع الهياكل و يعني الهيكل ديال الجامعة العربية في ذيك الوقت. إلى جينا يعني للأهداف ديال التأسيس ديال هذه اللجنة، وهنا غنمشي مباشرة للمذكرات ديال بجوج ديال المشاركين في هذا اللقاء، اللي هو كان لقاء تاريخي يسعى إلى توحيد الجهود ووحدة العمل الوطني على المستوى المغربي في الشق ديالو الدبلوماسي السياسي وفي الشق ديالو الإعلامي الدعائي. كنقراو في المذكرات ديال بن عبود أن المؤتمر الدافع الأساسي من التنظيم ديال المؤتمر كان يكمن حسب بن عبود، يعني الشاهد الشخصية المغربية محمد بن عبود، يكمن في ما يلي. كيقول أنه كان المؤتمر يطمح إلى دراسة القضية المغاربية اللي كانت كتسمى في ذيك الوقت ضمن الأدبيات المتداولة قضية المغرب العربي. وهذا المصطلح ديال المغرب العربي اللي عليه اليوم تحفظ كبير في الاوساط الثقافيه المغاربيه بالخصوص الامازيغيه، في ذيك الوقت كان عادي، يعني ماشي شي حاجه يعني دابا كان مساله عادي. الاهداف اللي كان يعني كيسعى اليها هذا المؤتمر حسب بن عبود كيقول انه تشكيل لجنه مكاتب المغرب العربي والدعايه في المشرق، يعني أنهم كانوا يريدون تشكيل لجان اللي هي امتداد لهذا المكتب، مع التذكير أنه المكتب ديال المغرب العربي سبقوا تأسيس ديال نفس المكتب اللي كان في دمشق، وفي نفس الوقت في نيويورك، وفي نفس الوقت في بيغلان، وفي نفس الوقت في باريس. الأخت قبيلة تكلمت على النشاط ديال المكتب في نيويورك، واللي هو نشاط كان فيه غير الجزائريين والتونسيين اللي كانوا كيشتغلوا على الانفراد، والمغاربه ايضا كانوا يشتغلون على الانفراد. ما كانش هناك يعني في نيويورك، في المكتب ديال نيويورك ما كانش هناك تنسيق على المستوى المغربي. في دمشق كان هناك تنسيق، يعني المكتب ديال القاهره، المكتب الاساسي اللي تاسس في القاهره في دمشق قبل المكتب ديال القاهره. بن عبود كيقول ان من بين الاهداف الرئيسيه ديال المكتب هو خلق تنسيق ما بين الحركات الوطنية المغاربية وخلق روابط بالحركات في المشرق. يقول أنه كنا نطمح إلى خلق واحد اللجنة سياسية متعلقة بالاستمرار في النضال السياسي على مستوى المغرب العربي. يقول أنه كان الهدف هو أيضا خلق لجان العلاقات مع الجامعة العربية والمنظمات الدولية، وفي نفس الوقت عبر هذه اللجان كانوا يطمحون إلى إبطال معاهدة الحماية المفروضتين على كل من تونس ومراكش، وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا في الجزائر. بالنسبة لبن عبود اللي كما كنعرفوا كان المدير ديال هذا المكتب، كيقول ان على اعتبار اللجنه يعني المكتب انه كانت يعني تسعى
أن تعزيز الكفاح في الداخل والخارج يعني لتحقيق الاستقلال والجلاء كانت من بين الأهداف السياسية ديال المكتب. وضمن التوصيات ديال المؤتمر ديال القاهرة كان هناك توصية جد مهمة يعني في البلاغ الإعلامي ديال المؤتمر ديال القاهرة، هو أن الأحزاب الوطنية داخل كل خطر يعني سواء على مستوى الجزائر أو تونس أو مراكش كان هناك طموح وأمل لتأسيس كيقول بن عبود لتأسيس جبهة وطنية موحدة. يعني هذا الشيء غيجي لاحقا من خلال العمل ديال لجنة تحرير المغرب العربي اللي غيترأسها التكريم الخطابي واللي كما قلت تنكرهم ديال 48 توحيد ما يسمى بالعمل المشترك المغاربي او تقرير المصير المشترك المغاربي اللي كان فيه الشق ديال الكفاح المسلح ضمن يعني البرنامج. كان هناك ضمن التوصيات ديال المؤتمر كذلك المسألة الأساسية هي مسألة الاستقلال التام والجلاء ديال جميع القوات الأجنبية اللي موجودة على مستوى هذه الأقطار المغاربية الثلاث. كان هناك ضمن التوصيات تكوين واحد اللجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية المغاربية اللي المهمة ديالها كيقول بن عبود وضع الخطط والتنسيق العمل للكفاح المشترك. كان هناك خطة لوضع توحيد المنظمات العمالية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في هذه الأقطار ولا البلدان الثلاث. من بين التوصيات اللي أيضا خرجت عن الإطار العلاقة ديالها مع الجامعة العربية أنهم طالبوا رسميا الجامعة العربية ذيك الوقت كإطار بإعلان البطلان ديال معاهدة الحماية المفروضتين على كل من تونس والمغرب الحالي اللي هو مراكش ذيك الوقت، وإعلان عدم شرعية احتلال الجزائر وتقرير استقلال هذه البلدان مع تعيين الممثلين عنها في المجلس الجامعة. يعني كانوا كيسعوا إلى تمثيلية يعني في الجامعة العربية عبر هذا المكتب اللي كتمثل هذه البلدان الثلاث. المكتب كذلك سعى إلى عرض القضية المغاربية على الهيئات الدولية، وذلك عبر استعمال يعني الوسائل اللي كانت في ذيك الوقت من خلال يعني واحد اللوبي اللي كان عريض كيتمثل مجموعة ديال القوى الوطنية اللي كانت في القاهرة سواء من الجانب المصري ولا من الجانب المشرقي. كان هناك واحد التجمع كبير ديال هاد القوى الوطنية وكانوا كيشكلوا واحد النواة ديال أداة ضغط. في نفس الوقت المكتب كان يسعى إلى تعيين ممثلين في الأقطار المغاربية في الجامعة، يعني المغرب على حدة يعني تمثيلية قطرية. كنجيو بالنسبة للإطار الأيديولوجي اللي كان يعني واحد المرجعية ديال هذا المكتب، لأنه بعد ذلك يعني بعد التأسيس أثير يعني نقاش كبير حول يعني المرجعية الأيديولوجية ديال هذا المكتب والزعماء ديالها. كيقول بن عبود أن المكتب ليس مكتب المغرب العربي شيوعيا ولا فاشيستيا ولا اشتراكي، إنه ديمقراطي. يعني كانت هناك واحد التمثيلية واسعة من طرف
يعني مختلف القوى الوطنية اللي عندها مرجعيات إيديولوجية مختلفة. وكانت هناك بعض الأحزاب، مثلا الحزب التونسي الحر القديم كان فيه نوع من يعني المرجعية السلفية الإصلاحية، وكانت هم كانوا على اختلاف كبير مع الحزب الحر الجديد اللي كان كيدعموا الحبيب ثامر والمرحوم بورقيبة. كان عندهم واحد خلاف ايديولوجي، ولكن رغم ذلك هم لم يعتمدوا تلك الخلافات اساسا للعمل المشترك. المهمة الأساسية اللي قام فيها هذا المكتب على امتداد يعني واحد المرحلة ما بين التأسيس ديالو والمرحلة اللي غتجي يعني التحرير ولا النزول ولا الإنزال ديال عبد الكريم الخطابي من الباخرة اللي غتجي على طريق يعني قناة على طريق السويس، غتجي من عدن كما قالت الأخت، يعني في الإطار ديال التفاهم اللي وقع في ذيك الوقت في 47 بين فرنسا وعبد الكريم الخطابي. هذا المكتب هذا حسب الشهادات، حسب مجموعة ديال الوثائق والمذكرات، كتبين أنه بالفعل استطاع أن يكون له دور في ما يعرف بنزول عبد الكريم الخطابي في بورسعيد أو إنزاله، لأن هذه المسألة ديال النزول ولا الإنزال ليست محسومة، لأننا لا نتوفر على الوثائق التي تؤكد أن يعني المفاوضات اللي كانت في الباخرة سويس يعني كانت مفاوضات مع بن عبود ومع مجموعة الشخصيات اللي كتشكل منها هذا المكتب ديال المغرب العربي، دونك المهمة الأساسية اللي دارها هذا المكتب هو إقناع عبد الكريم الخطابي باش ينزل في مصر. كانت أولى يعني البرامج ولا الخطط ولا المهام اللي استطاع أنه يبينها للعالم. يعني الباقي كل النقاط اللي عندنا ما هي إلا يعني كان برنامج، ولكن التنفيذ ديالو في ذيك الوقت لم يكن على مستوى ما تم تسطيره أثناء المؤتمر. أثناء النزول ديال عبد الكريم ولا الإنزال، اتجه عبد الكريم مباشرة مع مجموعة ديال القادة ديال هذا المكتب، مكتب المغرب العربي، اتجهوا مباشرة إلى القاهرة، وبالضبط إلى مقر المكتب. وهناك عقد الندوة المشهورة 1 يونيو 1947، تلك الندوة الصحفية اللي غتكون واحد خطوة أخرى في مسار الحركة التحررية المغاربية، واللي غتعطي واحد أفق آخر، يعني أفق من منظور آخر، من منظور ديال المشاركة الفعلية ديال عبد الكريم الخطابي شخصيا وأخوه السي محمد وآخرين. وبالتالي ستكون منعطف نحو مرحلة قادمة، مرحلة جد مهمة، وهي المرحلة ديال التأسيس ديال لجنة تحرير المغرب العربي 5 جونفي 1948 بالقاهرة. هذه اللجنة هذه غتكون امتداد للعمل ولا الانيشياتيف نتاع المبادرة ديال المؤتمر ديال تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة، وستعمل على بلورة توجه آخر، هو توجه يعني ديال المقاومة المسلحة عبر يعني خطط واضحة، وفي نفس الوقت القطع مع التوجه الإصلاحي اللي كان يمثله في اللجنة كل يعني في المكتب كل من تيار
فاسي والطوريس وبورقيبة، وسيكون هناك يعني توجه أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وفي نفس الوقت في هذا الإطار سيتم تشكيل الخلايا المسلحة، تلك الخلايا المسلحة التي سيتم يعني الانخراط فيها شباب يعني مقاومين مقاتلين، سيتم تدريبهم في بغداد ضمن يعني فوج كان مرتبطا بشكل مباشر تنظيميا بلجنة تحرير المغرب العربي. في تلك الفوج الأول كان فيه 47 شخص من الأقطار الثلاثة، من الجزائر، من تونس، ومن الريف، من الريف بالخصوص، اللي كان فيه المختطف المشهور الريفي اللي إلى حدود الآن لا نعرف مصيره، اللي هو حدو أقشيش، واللي كانوا تحت القيادة ديال مجموعة ديال الثوار كالعقيد الهشمي الطود، يعني مجموعة من العناصر اللي كانت النواة ديال تشكل جيش التحرير المغاربي. لأن ما يهمنا في هذا المؤتمر اللي بدأ هو كيف تطور العمل السياسي الدبلوماسي اللي كان المبتغى ديال هذه اللجنة، واللي مباشرة بعد الوجود ولا النزول ديال عبد الكريم في مصر غيتاخذ هذا المنحى الدبلوماسي التفاوضي طريق آخر، وهو طريق أن لا مع فرنسا ولا مع إسبانيا لا يمكن أن ننتزع منها الاستقلال الكامل اللامشروط من خلال يعني المفاوضات السرية بالخصوص. وسأختم عبد الكريم الخطابي أثناء تأسيس اللجنة ديال تحرير المغرب العربي كان تنبأ إلا أن ما يهدد الوحدة ديال الصف الوطني المغاربي هو المبادرات الفردية. يعني حين انفردت فرنسا باتفاقية سرية مع التونسيين وبالخصوص مع بورقيبة الراحل بورقيبة، وحين يعني انفردت كذلك في نسخة طبق الأصل لما حصل لتونس، يعني مع ما عرف في المغرب وما يعرف بالمغرب عن ما سمي بلقاء إكس ليبان وليس مفاوضات إكس ليبان. للأسف التنبؤ الذي كان قد تنبأ به عبد الكريم بخصوص هذا الخطر تحقق، وانفردت فرنسا بالتيار التونسي، وانفردت فرنسا بالتيار هذا التيار الذي يسمى بالتيار الوطني، وذهبوا إلى مفاوضات سرية. كانت الاتفاقيات التي أبرمت في سريتها لم تعلن يوما. تونس تم الإعلان عن اتفاقية الاستقلال في مباشرة بعد يعني الربيع ديال بوعزيزي الشهيد بوعزيزي، واللي كان للجنة الحقيقة والإنصاف أعتقد بهذا الاسم إن لم يسعفني اسمته الشرف أن يعلنوا للتونسيين هذا ما تم الاتفاق عليه، وهذه هي وثيقة استقلالكم. وتلك وثيقة كانت يعني جريمة في حق الشعب التونسي لما أعطته لفرنسا من امتيازات اقتصادية وإلى آخره. وأعتقد أن جميع الإخوة اطلعوا على هذه الوثيقة. أما في الحالة المغربية فيا للأسف الكل يتحدث عن اتفاقية إكس ليبان. أقول لكم وأؤكد لكم ليس هناك أي شيء اسمه اتفاقية إكس ليبان. ليس هناك اتفاقية لاستقلال المغرب، لا توجد. كل ما هناك كان فقط هو تمديد لمعاهدة فاس ببنود سرية. هذه المعادلة
يعني ما يسمى بالحماية هي سارية المفعول الآن بملاحقها السرية، ونحن في بلاد مراكش أو المغرب أو المغرب الأقصى لا زلنا نطالب بهذه الاتفاقية وتعميمها على الشعب المغربي وقواه الحية إلى آخره. إذا خلاصة القول، سعى مؤتمر تأسيس لجنة المغرب العربي إلى توحيد صفوف القوى الوطنية. تشرذمت تلك القوى الوطنية في مسارات قطرية. كان حلم المصير المشترك لهذه الشعوب وقوى الحية هو النقطة الأولى، لكن القوى الإمبريالية والقوى الاستعمارية بالخصوص فرنسا تكالبت على هذا المشروع وأجهضت هذا المشروع كما أجهضت مجموعة من المشاريع الوحدوية. وبالتالي فسؤالنا اليوم هو أن استنهاض هذا المشروع في عمقه هو استنهاض شروط الوحدة على أساس التنوع والتعدد، وفي نفس الوقت الابتعاد عن يعني القوى الرسمية، لأنه في المذكرات ديال عبد الكريم الخطابي الغير منشورة هناك تقييم لماذا فشل هذا المكتب أو اللجنة، وهو يورد أن التكالب الداخلي هو سبب فشل سواء المقاومة بالريف، سواء العمل السياسي والعمل الكفاحي، المقاومة ديال جيش التحرير المغاربية. وبالتالي نحن نعرف أن هذا الوضع يطرح تحديات علينا أيضا الآن، ونحن نسائل عبر هذا اللقاء نسائل سؤالا جد مهم، يعني أي أفق لهذا المصير المشترك على مستوى المغاربة؟ شنو هي يعني العناصر القوة التي لم تلد أنه باش تكون هذه القوى اللي الشعبية، القوى الشعبية الديمقراطية. ألو فريد، راك تسمع فيا؟ فريد راك تسمع فيا؟ من فضلك باش نحترموا وقت لهذه الندوة لازم شكرا لرفيقنا فريد دايت الحسن. الوقت محدود. peut-être راح c'est le direct. Il m'entend, c'est le direct. Voilà. Donc voilà, on est toujours sur le premier thème, rappel historique des tentatives d'unification du Maghreb. Je passe donc la parole à Salim Chennar, comme je l'ai déjà dit, algérien, docteur en sciences politiques. À vous. Très bien, merci. Alors, pour ma part, je vais revenir sur les différents projets et surtout aussi leurs échecs de tentatives d'union du Maghreb. Et quand on pense au Maghreb ou à l'Afrique du Nord, il faut aussi le penser, bien sûr, dans les relations internes entre ses membres, mais aussi dans sa relation avec ses périphéries, avec l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Il faut aussi garder à l'esprit que derrière ces projets d'unité, il y a différentes représentations de l'identité politique ou culturelle de la région. Et il peut exister aussi différents intérêts à l'unité ou à la division de l'Afrique du Nord. Alors, je vais juste commencer par un petit paradoxe sur l'Afrique du Nord en tant qu'ensemble régional. Je pense ici à un ouvrage qui a été publié l'année dernière par Abdelmajid Hanoum, qui est un anthropologue basé aux États-Unis et qui revient sur l'origine et les usages du mot Maghreb, en soulignant cette contradiction que d'un côté, le mot fait très consonance locale, alors qu'il a été mis en avant par les administrateurs et les chercheurs de la France durant la période coloniale, de façon à justement isoler ce Maghreb de l'Afrique saharienne et subsaharienne et du Moyen-Orient. Jusqu'à aboutir à cette idée d'Afrique noire et d'Afrique blanche, par exemple, qui a longtemps dominé la recherche. Donc tout ça pour dire que l'Afrique du Nord, c'est avant tout un ensemble de représentations qui vont être ensuite appropriées et renforcées par les pouvoirs nationalistes au moment des indépendances. Alors je vais revenir un petit peu sur 4 temps de ces projets d'union maghrébine. L'idée, qui est d'abord portée par des organisations historiquement, elle va naître notamment dans les communautés de travailleurs immigrés en France, qui vont reprendre dans leurs appellations
Merci Mourad. Je vais essayer de garder la tête. J'ai tendance à beaucoup bouger quand je parle. Toujours des problématiques techniques, mais ça va se régler et on va y arriver. Merci. Donc, les intitulés de ces organisations, ils vont reprendre la catégorie coloniale qui existait à l'époque, de Nord-Africains, d'Afrique du Nord, qui renvoie à l'AFN, mais se cache déjà l'idée d'un destin commun, du fait de la proximité culturelle et religieuse, mais aussi d'expériences communes dans la mobilisation dans l'armée ou dans la condition ouvrière. Et derrière les idées indépendantistes se cache quand même un projet d'union politique, voire d'un État commun ou d'un fédéralisme maghrébin. On le retrouve notamment dans la première période de l'étoile nord-africaine, qui est fortement marquée par l'internationalisme, qui est représenté par la figure de Abdelkader Hadjali à ce moment-là. Il ne faut pas oublier de souligner le rôle important du Parti communiste et de la Troisième Internationale, donc la jeune Union soviétique encore bolchevique, celle qui est marquée encore par le congrès de Bakou en 1920, qui défend vraiment une vision internationaliste. Il faut rappeler aussi que parmi les 21 conditions de Lénine, la 8e affirme la solidarité des partis communistes de la Troisième Internationale avec les peuples colonisés. Et donc ça va se retrouver dans les premiers temps de l'étoile nord-africaine. Ensuite, effectivement, dans les années 30, il va y avoir un éloignement du Parti communiste qui devient stalinien, et la doctrine de Staline, c'est le socialisme dans un seul pays. Et c'est là aussi qu'on va voir émerger déjà des nationalismes particularistes, notamment avec le rapprochement avec le début du nationalisme arabe, qui est incarné à ce moment-là par Shakib Arslan. Un autre exemple, c'est l'AEMNA, l'Association des étudiants musulmans nord-africains, créée en 1928. Alors au début, c'est plutôt une organisation de solidarité entre les étudiants d'Afrique du Nord en France. Ça va être surtout un lieu de socialisation politique et d'apprentissage du militantisme. Et un certain nombre de ses membres vont devenir des cadres et des ministres dans leur pays au moment des indépendances. Et elle va aussi elle-même développer un certain nombre de revendications politiques. Alors l'AEMNA, elle est plutôt dominée par les Marocains et surtout par les Tunisiens. Elle va avoir un rôle d'affirmation identitaire assez fort, notamment la défense de l'enseignement de l'arabe. Par exemple, aussi en 1930, elle va rejeter la naturalisation qu'elle va présenter comme une forme d'apostasie, mais elle va défendre aussi cette idée de volonté d'une autonomie politique. En cela, elle va se rapprocher d'ailleurs de l'ENA, deuxième période des années 30, puisque les étudiants de l'ENA vont publier dans l'organe de Messali, qui est El Oumma. Et pourtant, au moment du deuxième congrès de l'AMNA en 1932, les participants vont se quitter main dans la main en criant le slogan de Vive l'Union maghrébine. Donc c'est déjà présent dans cette idée-là, même s'il y a l'influence un peu aussi du réformisme religieux et du nationalisme arabe. Un dernier exemple, c'est de l'entre-deux-guerres, c'est au moment de la guerre du Rif en 1925. Il y a un numéro de Nact de Daoud Gerbal qui est paru récemment sur le sujet, et il y rappelle qu'en 1925, Abdelkrim lance un appel au djihad et appelle les Algériens et les Tunisiens à la solidarité dans sa lutte contre le colonialisme. Le deuxième temps, donc, à partir des années 30, 40, 50, c'est là qu'on va avoir des trajectoires nationales différenciées qui vont commencer à s'affirmer. Le projet d'une union commune dans une même entité politique va passer au second plan. Donc on voit qu'il y a clairement une appropriation des idées du nationalisme né en Europe, la volonté de construire un État-nation par les élites politiques de l'époque. Il y a bien sûr le poids de la répression, le problème des financements de ces organisations qui sont difficilement pérennes, beaucoup de dirigeants emprisonnés ou contraints à l'exil. Il y a aussi un autre facteur, à mon avis, c'est que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont des statuts administratifs différents, et donc ça va amener à des voies d'accès à l'indépendance différentes également. Donc l'idée internationaliste ou du Maghreb conçu avec un substrat internationaliste va commencer à reculer et va se développer, va s'affirmer définitivement à cette période-là un nationalisme culturel et historique, là aussi largement influencé par le modèle français. Et pourtant, le rêve d'unité, l'idée d'unité ne disparaît pas. On a rappelé le congrès du Caire en 1947, c'est là qu'apparaît la première fois l'expression de Maghreb arabe. Cette idée de concertation, de coordination entre les mouvements nationalistes des pays, y compris dans la lutte armée, ça a été dit, notamment sous l'influence d'Abdelkrim. Et Daoud Gerbal évoque même en mai 54 la signature d'une charte d'union des commandos nord-africains. Et donc il dit que de la solidarité entre l'Istiklal, le MTLD à l'époque et le Néo-Destour, va se substituer une solidarité entre l'ALM marocaine, l'ALN algérienne et l'ALT tunisienne.
Le troisième temps, c'est celui, bien sûr, des indépendances. Et là, on ne peut pas ne pas évoquer le contexte de la guerre froide, et notamment ce qu'on va appeler la guerre froide interarabe, qui va diviser donc l'Afrique du Nord et aussi le Moyen-Orient dans leurs relations aux deux grands camps Est et Ouest. Il y a aussi le fait qu'au moment des indépendances, les régimes qui vont se créer vont prendre différentes formes, des formes républicaines, des formes monarchiques, vont avoir différentes orientations, des orientations socialisantes, des orientations qu'on peut qualifier de conservatrices ou des orientations marquées par un certain libéralisme. Il y a aussi bien sûr des différentiels en termes de ressources et de développement économique qui vont jouer dans les enjeux de la construction nationale et de la construction du Maghreb. Alors, il y a une organisation intergouvernementale qui a été créée dès 1964, qui est un peu tombée dans l'oubli, qui s'appelle le Comité permanent consultatif maghrébin, qui est un peu calqué sur le modèle de la jeune communauté économique européenne de l'époque, qui veut favoriser la mutualisation des biens des personnes et qui veut aussi essayer de développer une politique extérieure commune vis-à-vis de l'Europe. Là encore, elle va être suspendue en 1975. Le contexte de cette période est assez évident. Chaque pays préfère donner la priorité à sa construction nationale interne. Les rivalités géopolitiques dans la région amènent aussi à privilégier des relations bilatérales avec les pays du Nord plutôt que des relations multilatérales. Donc cette période des indépendances, c'est vraiment l'avènement du règne de l'ère des intérêts nationaux et des politiques de puissance. Et on va voir se développer des unions, des tentatives d'union temporaires, partielles, mais qui vont surtout être faites pour exclure certains des autres États. On peut penser à la Libye de Kadhafi, par exemple, qui va proposer à Nasser de s'unir, mais Nasser est déjà échaudé par l'échec de la République arabe unie, donc il va se rapprocher de la Tunisie en 1974, il va se rapprocher de l'Algérie en 1975. L'Algérie, par exemple, en 1983, va se rapprocher de la Tunisie et de la Mauritanie en signant un traité de fraternité et de concorde. Dès l'année suivante, la Libye et le Maroc signent un traité d'union arabo-africaine. Donc on voit bien que là, les tentatives d'union, elles sont simplement là vraiment pour servir des intérêts nationaux et pour exclure toujours les rivaux dans la région. Pourtant, persiste toujours ce rêve d'unité maghrébine, mais surtout d'abord dans les peuples, dans les sociétés civiles. Et donc, il va y avoir un processus qui va se créer, qui va être un peu différent de celui de Bandung ou de Belgrade en 1961, qui va donner le non-alignement, qui est un processus de coopération entre États. Ça va être la conférence afro-asiatique du Caire de 1957, et qui a une deuxième conférence suivante à Conakry en 1960, et qui réunit non pas des partis, non pas des représentants d'État, mais des représentants de la société civile. Et donc on retrouve les critiques de cette période du néocolonialisme, etc. On peut même penser aussi à cette période au projet tricontinental qui est porté notamment par Mehdi Ben Barka. Donc il y a toujours un substrat, une idée internationaliste qui reste et qui persiste, même si elle fait obstacle aux stratégies des États. Et le dernier temps, c'est en 1989, avec la création de l'Union du Maghreb arabe. Là encore, le contexte joue énormément. C'est la fin de la guerre froide. Le modèle socialiste est épuisé. L'Algérie est déjà sur la voie de l'infitah. Au Maroc, c'est le début de la fin des années de plomb. Il y a un nouveau gouvernement suite à un coup d'État médical en Tunisie. Donc il y a une volonté de rapprochement qui se fait jour. Aussi, bien sûr, en lien avec la question du Sahara occidental. En 88, le Maroc et l'Algérie rétablissent ces relations diplomatiques. En 91, ils réouvrent les frontières. C'est bien sûr en parallèle avec le cessez-le-feu au Sahara occidental et la création de la MINURSO. Un autre élément important au moment de la création de l'UMA et qui marque les relations internationales dans la période post-Deuxième Guerre mondiale, c'est que partout dans le monde, on voit se multiplier les organisations régionales, et notamment les organisations économiques régionales. Il faut penser que la CEDEAO, par exemple, en Afrique de l'Ouest, elle est créée dès 1975, bien avant le Maghreb arabe. L'Union européenne avance aussi dès ce moment-là, dans les années 80, avec la signature de l'acte unique européen qui préfigure ensuite l'Union européenne et la monnaie unique. C'est le début aussi de la mondialisation triomphante. On voit bien qu'il y a un intérêt économique important à s'unir, à passer des accords de coopération entre États, éventuellement ensuite dans la perspective d'avoir une intégration qui soit plus politique. Cependant, là encore, on sait très bien que l'UMA, même si elle existe, elle fait plus que végéter, c'est un échec. D'une part, parce que la rhétorique nationaliste est encore largement utilisée dans des ressorts de politique intérieure pour légitimer des pouvoirs autoritaires.
Ensuite, bien entendu, la guerre civile algérienne va ralentir le processus. On peut penser aux conséquences de l'attentat de Marrakech de 1994. Il y a toujours des divergences de trajectoire politique entre les États. La Libye, par exemple, à cette période, est encore largement exclue de la communauté internationale. Il y a surtout le maintien de relations bilatérales avec l'Union européenne, ce qui, elle, l'arrange bien et ce qu'elle va poursuivre. Et ça se concrétisera dans les années 2000 avec la signature d'accords d'association séparés avec chacun des États. Un dernier élément qui peut expliquer cet échec, c'est le problème de la libéralisation politique. Qui dit union politique dit aussi, dans une certaine mesure, respect des droits politiques fondamentaux et des droits économiques et sociaux des peuples que les gouvernements de cette région ne respectent pas. Alors pour conclure, je souhaiterais quand même rappeler que un Maghreb par le bas, voire un Maghreb des peuples, existe. Il y a énormément de migration de Maghrébins à l'intérieur du Maghreb, sans qu'il y ait de problème de xénophobie ou d'exclusion, de marginalisation, on va dire, entre ces nationalités. Il y a un sentiment de fraternité qu'il est. Moi, j'ai interrogé, par exemple, des Marocains, des Algériens en Algérie, des Marocains, des Tunisiens en Algérie. Ils m'ont dit, voilà, c'est comme si on allait chez des cousins. Etc. Ne faut pas oublier les liens familiaux, ça a été rappelé également, qui traversent toute la région, y compris dès la période coloniale, et bien sûr toutes les proximités culturelles, linguistiques, religieuses. Et c'est ça le paradoxe du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, c'est que c'est une des régions probablement les plus homogènes, culturellement, linguistiquement, au point de vue religieux dans le monde entier, et c'est en même temps la région la moins intégrée et la plus hétérogène politiquement et diplomatiquement. Le problème, c'est que cette union maghrébine, cette unité maghrébine, c'est une nécessité. C'est une nécessité dans le cadre de la mondialisation. L'Afrique du Nord, c'est la région la moins intégrée économiquement. On ne commerce pas entre nous, quasiment pas. Et ça fait perdre de la croissance. C'est aussi surtout un intérêt dans les relations extérieures, et notamment dans les relations avec l'Union européenne. Un Maghreb faible, ça veut dire une Union européenne forte. Ça veut dire aussi la possibilité d'avoir un bloc d'Afrique du Nord au sein de l'Union africaine. Tout ça aussi, c'est des choses qui font perdre du poids économique, politique, diplomatique, non pas simplement à chaque État pris séparément, mais à l'ensemble de la région de l'Afrique du Nord. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Salim. Merci pour avoir respecté le temps imparti. Voilà, donc là, je tiens à remercier encore une fois donc Milinda, Farid et Salim pour vos interventions. On ouvre donc le débat. Donc ceux qui veulent intervenir, oui. Le micro. Artman, il y a un micro. Alors, je ne sais pas si on dit Mhend ou Hend Saadi, donc désolé, Hend. أزول في الأول سوا السلم دنا نسلد أدينا كلي مسلين السمازيغ سيمير يمين سيكيا دي سواتيا أمدا كلي هاكين غادي مسلين توران فريد عيط الحسن أو دينا تيسكان وسفهم غير يعني شو دينا فهم كان كلي مسلين اللي قرا في المغرب العربي راه ذاكي يعني يصوزني شيس كني نقرا كني السمازيغ خاطر ما نري مالنا ذي الطرف نغال ذا المغرب يعني نغال ذا مالو المساثنا ذا النظام المساثنا ذا النظام نري مالنا ذي الطرف نستحي من اي غراكي خاطر ثالوث يعني وغلنا وسنفرا سيزيك خاصو لما نكرس يزيك نشوف يعني الاستعمار مي ونفراري منا ونفراري ثالوث ثاقي ذا شويه غنكوني ذا شويه غنكون مازاليت ارس بوسان وثفرارا يمسلاي دغا
غاف عبد الكريم مسلايد غاف المغرب العربي ذا شو كيان ذا شو غيشركن يعني نكونيو تزوار الناس تمازيغ تمشي تعرف تخطر تعرف لنا كوارف ندني سورا مثلا بالك هذا دوغالغا. Bon, je vais peut-être parler, enfin, je vois que dans l'assistance, bon, il y a des interrogations. Donc, je vais parler de la question de la terminologie. Et je n'ai moi-même pas beaucoup compris ce qu'a dit notre ami, pour ne pas dire presque pas, notre ami Farid Ait Lahsen. J'ai néanmoins compris Maghreb, l'Arabi, etc., systématiquement. Le fait de se poser en tant qu'Occident, de se définir cette entité comme l'Occident de quelque chose, c'est qu'on met la centralité ailleurs. Nous nous situons nous-mêmes à la périphérie. Et ça pose un problème. Je préfère, pour ma part, l'expression Afrique du Nord, parce qu'elle est objective. Elle ne rattache pas à une centralité arabe ou européenne ou que sais-je encore. Parce qu'Afrique du Nord, c'est un continent africain, et le reste, c'est des points cardinaux. Donc ça détermine, ça ne nous met pas dans une position de hiérarchisation, de subalterne ou de je ne sais quoi. Donc ça pose vraiment un problème. Et ce problème d'identité, de la question nationale, n'a pas été résolu. C'est vrai que la jeune doctorante qui a parlé de l'étoile nord-africaine, c'est vrai que quelque part, cette idée d'ailleurs précisément, on a parlé d'Afrique du Nord déjà, et pas de Maghreb à cette époque-là. Donc ce besoin d'unir cet espace-là a été ressenti très tôt, effectivement, dès les années 20, et exprimé à travers une organisation qui s'appelle l'étoile nord-africaine, et qui a pesé sur le cours de l'histoire. Mais la question nationale n'a pas été réglée et les choses ont dérivé. On a vu ça, on ne s'est jamais affirmé pour ce que nous sommes vraiment, et à travers la dimension amazigh qui est le fondement de cette région. Ce qui fait la caractéristique de cette région, ce n'est pas son caractère arabe qui est réel, qui a une dimension réelle arabe qu'il ne s'agit pas de nier, mais ça ne le définit pas. Sa spécificité, sa caractéristique, c'est d'être amazigh avant tout, à travers dans ses fondements historiques. Le monde arabe, il est ailleurs. Il est vaste. C'est pas ça qui nous caractérise, à mon avis. Même si, encore une fois, il ne s'agit pas de nier la part de culture arabe que nous avons chez nous, pas plus d'ailleurs que de culture espagnole éventuellement, ou française, etc. Ce déficit identitaire, on le voit très bien à travers la définition qu'a essayé de donner Abdelhamid Ben Badis de l'Algérie. Shab al-Jazair muslimoun wa ila al-Uruba yantasib. On a appris ça à l'école. Et il définit, au moment où la nation algérienne naissait, il ne définit pas le peuple algérien pour ce qu'il est. Il le définit à travers une parenté latérale. Nous nous apparentons à l'arabité. Il ne dit pas nous sommes arabes. Hein. Tout ça parce que le mot amazigh est tabou. Lui-même est d'origine amazigh. Il est kabyle, Abdelhamid Ben Badis. Hein. Mais c'est quelque chose, il vit ça comme une identité honteuse. Et notre jeune ami qui a parlé beaucoup de Hussein Ait Ahmed, lui-même a été marginalisé à cause de ça, à cause de cette identité qu'il n'a jamais d'ailleurs revendiquée comme telle. Mais on le soupçonne de berbérisme. Si je peux me permettre, je peux vous recommander de lire Fethi Dib, qui a écrit un livre sur la révolution algérienne et Gamal Abdel Nasser. Il a parlé de la manière dont il a reçu les dirigeants algériens qui ont été au Caire. Et Fethi Dib lui dit ceci, parce que Nasser voulait évidemment dominer ce monde-là. L'Afrique du Nord, il la voyait comme un pan, un élément de sa République arabe. Hein. Et toute sa politique d'aide pour le nationalisme algérien, elle s'explique comme ça. Et je me reporte à ce Fethi Dib qui a été son agent, l'intermédiaire avec les révolutionnaires algériens. Et quand il a reçu la délégation des prisonniers qui venaient d'être libérés, Mohamed Boudiaf n'y a pas été parce qu'il n'était pas dupe. Il a compris la manip qu'il y avait. Et Nasser était très inquiet pour son opération, parce qu'il voulait absolument avoir la main haute sur ce groupe-là et les manipuler.
Fethi Dib lui dit attention, il y a un élément dangereux, c'est Aït Hamed parce que c'est un fanatique kabyle. Je le cite comme ça. Je mets des guillemets, ce n'est pas une expression approximative. C'est Fethi Dib qui écrit ça. Et Nassar, effectivement, reçoit cette délégation en donnant un rôle privilégié devant les médias à Aït Hamed, mais le lendemain, il reçoit en tête-à-tête Ben Bella, qui, soit dit en passant, est aussi un autre Amazir, qui s'appelle Aït Bella, originaire d'une tribu du Maroc, mais qui est le porte-parole de l'arabisme. Et de quoi il discute le lendemain? Des armes à donner à Ben Bella pour combattre les maquis de l'intérieur et prendre le pouvoir à Alger, et c'est ce qui s'est passé. Donc cette question de l'identité, de la définition de la nation algérienne, elle est essentielle. Voilà. Oui, c'est pas vraiment une question. Enfin, la question, je soulève la question de la terminologie. Cette histoire de Maghreb arabe, à mon avis, ça n'a aucune chance d'aboutir à une véritable union. Parce que on nie la réalité historique, la réalité anthropologique. Cette région de l'Afrique du Nord, on dit que la mazérité, ça n'a pas de sens. Il y a quand même, d'un point de vue anthropologique, ça a du sens. Il y a une langue qui est là depuis l'Antiquité, qui s'étend sur toute cette Afrique du Nord. Il y a des traces archéologiques, il y a des traces... On parle encore cette langue aujourd'hui, et on trouve des inscriptions depuis la Libye jusqu'aux îles Canaries, et de la Méditerranée jusqu'au Sahara. Des inscriptions en caractère libyque. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Si on n'accepte pas ça, je ne pense pas qu'on puisse aller loin. Merci, M. Serdi. Merci. Je pense que la question a été abordée par beaucoup d'intervenants. Donc, merci de la rappeler aussi. Et Farid Hassan aussi l'a rappelé. Je vous en prie. Alors, un autre Othman, c'est Amar Ben Mohamed Amar. Mohamed Amar. Merci beaucoup pour ces éclairages. Ce n'est pas des questions, mais un ou deux commentaires. C'est important de revenir toujours au texte qui organise le mouvement national. Tu as cité le texte de Zeddine, 48, mais aussi le texte peut-être d'Idir El-Watani pour la question de l'identité. Et M. Hamd Saadi a parlé de Fethi Dib. Moi, peut-être, je préfère parler de deux thèses, de Ali Genoun et de Yassine Tamlali. Donc c'est un travail fait par des historiens. Et pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, cet héritage du mouvement national, c'est un capital aussi politique et philosophique que nous devons mobiliser dans les combats démocratiques actuels, et aussi de repenser ce rapport, cette relation avec l'État-nation. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être cette histoire, c'est vrai que dans les années 60, l'État-nation a mis fin au projet maghrébin, mais si on revient à ce fameux en 80, l'UMA, le fameux Union du monde arabe, et si on revient au texte, c'est un traité qui finalement casse tous les tabous. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours, revenons au texte, revenons à ce qui a organisé, structuré tout ce mouvement. Et pour finir, oui, le Maghreb par les peuples, et aussi le Maghreb par le sport, parce qu'il y a beaucoup de synergie entre les supporters algériens et marocains, et ce n'est pas un épiphénomène. Et je vous remercie. Merci. Moi, c'est juste une question. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt donc les différentes interventions, et on voit effectivement à travers ce qui nous a été développé par les différents intervenants qu'il y a eu quand même énormément d'actions, énormément je dirais de travaux, de rencontres. Et là, ce n'est que des congrès, ce n'est que des questions d'organisation quand même, je dirais, de haut niveau dont on parle. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi, pour arriver donc à faire des réunions comme celle-là, des congrès comme cela, ça veut dire qu'il y avait vraiment une activité intense.
donc, donc parmi les différents dirigeants des différentes organisations ou partis donc des pays du Maghreb. Et donc, je comprends bien, dans l'intervention de M. Selim Chenna, il explique effectivement qu'à partir donc, des indépendances, c'est une autre période qui s'ouvre, avec bien sûr des projets nationaux, mais aussi à l'échelle internationale, avec bien sûr la période donc, de la guerre froide et tout ça. Donc, il y a des comment dirais-je, il y a des petits points donc, qui expliquent un peu l'abandon du projet nord-africain. On peut l'appeler nord-africain, on peut l'appeler l'Afrique du Nord, on peut l'appeler du Maghreb, du Maghreb tout court, etc. Même si effectivement la question donc, du Maghreb arabe, pour l'époque, donc on parle des années 40, des années 45, je pense que cette question-là, à cette époque-là, ne se posait pas, je pense. Bon. Mais je ne comprends pas, par contre, et ça c'est une question, je ne comprends pas comment il y a eu, mais on dirait, une chape de plomb sur non seulement les gouvernements, non seulement les institutions gouvernementales, donc d'un travail en commun à tous les niveaux, qu'il soit commercial, économique, industriel, politique, culturel et autres, mais y compris au niveau des organisations politiques, syndicales, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... même si les populations, elles comment dirais-je, il y a des migrations, il y a, j'ai entendu, comment il s'appelle, donc le spécialiste de cette question-là, donc en France, Emmanuel Todd, expliquait que par exemple, sur les questions des mariages mixtes, c'est 25% de Maghrébins. Donc il y a quelque chose quand même important. Donc il y a effectivement ce rapprochement, ce croisement, mais il n'y a pas de, à ma connaissance, c'est pour ça donc je demande des explications, il n'y a pas eu d'activités, de projets, de congrès, de rencontres donc après les indépendances sur la question donc, de l'unité du Maghreb. Pour quelle raison? Merci. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la question ou on prend une autre. On prend une autre? Non. Ah, d'accord. Tu veux répondre? Tu veux apporter quelque chose? Milinda Sarridji va nous... Est-ce que vous pouvez juste répéter la question, comme ça a été un long... Parce qu'elle va partir. Comme je dois partir même. Voilà, je dois partir... Oui, donc du point de vue, par exemple, vous avez bien exposé les travaux, l'engagement d'Aïd Ahmed sur la question donc, de l'unité du Maghreb, etc. Ça, c'est avant l'indépendance, après l'indépendance, par exemple. Voilà, donc c'est juste, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce qu'il a poursuivi cet engagement qui a été fort à travers ce que vous avez dit? Merci Mourad. Je vous avoue que je n'ai pas forcément travaillé sur la question de la pré-indépendance pour le moment, pour la question de Sinaï Ahmed. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous avancer beaucoup plus que ça, mais il a toute sa vie durant opté pour la solution de l'union du Maghreb. Donc on le voit, il avait des liens familiaux, il avait des liens politiques avec les représentants du Maghreb, et d'ailleurs, c'est des liens politiques. Ah oui, j'ai pas le micro, désolé. Ce sont des liens politiques qu'il a... je crois. Pardon? J'ai pas de micro parce qu'on a... ça va être rapide parce que je vais devoir malheureusement vous quitter prématurément. Donc, comme je le disais, il y a eu un établissement de liens politiques qui sont établis dès son engagement nationaliste, et puis par la suite aussi en détention. J'évoquais l'envoi par le Maroc de représentants consulaires et gouvernementaux, et des liens politiques se sont tissés notamment par des dirigeants de l'UNFP, donc l'Union nationale des forces populaires, et cet engagement perdure ensuite après les indépendances, et les liens politiques notamment avec l'UNFP continuent. Donc durant la période post-indépendance, alors qu'il est en exil, les liens politiques perdurent avec le socialisme, les socialistes marocains. Donc voilà, il y a toujours une volonté de la part de Sinaï Ahmed d'entretenir ces liens politiques, mais malheureusement, ils ne sont pas concrétisés par des réalisations concrètes sur le terrain, au moins au point de vue des gouvernements. Voilà. Merci Melinda. Elle va nous quitter.
Il y a Ramadan qui veut prendre la parole. Allez, répondez et puis on passera la parole à Ramadan. Oui, alors juste deux petits mots. Alors, c'est vrai que la période pré-indépendance, elle est marquée par beaucoup d'activités, par de l'activisme même. Mais ça renvoie quand même à une époque particulière, à un contexte culturel, idéologique qui est quand même assez spécifique et qui a beaucoup changé depuis une quarantaine d'années, avec aussi des possibilités de concrétisation qui ne sont pas forcément les mêmes quelques temps après les indépendances. C'est ce qu'on va appeler en sociologie politique la structure des opportunités politiques. Ça a effectivement pas mal changé. Mais la chape de plomb, effectivement, que vous évoquez, elle tient quand même aussi beaucoup à la nature des régimes politiques qui sont sortis des indépendances, à leur caractère autoritaire. Ce qui fait que toute voix dissonante ou autre était accusée d'antipatriotisme, l'est toujours souvent d'ailleurs, accusée d'antipatriotisme, d'antinationalisme, de trahison, etc. Tout ça, c'est quelque chose d'assez connu. Alors, après les indépendances, il y a eu le cas que j'ai évoqué, qui est largement oublié aujourd'hui, du CPCM, le Comité permanent consultatif maghrébin, mais ça renvoie à un type de structure juridique particulière, à des organisations intergouvernementales dans lesquelles, en réalité, l'essentiel de la souveraineté est gardé par les États et qui fonctionnent principalement sur le principe de l'unanimité. Donc c'est des structures qui sont difficiles à faire bouger. Et on voit bien que s'il a été suspendu en 1975, la date ne semble pas anodine. Et un des problèmes, bien sûr, de la question de l'unité maghrébine, c'est bien sûr la question de la relation entre l'Algérie et le Maroc. On le voit encore aujourd'hui. Sur la question, effectivement, de l'UMA, alors, comme je l'ai dit, il y a un contexte particulier qui joue. Après, le texte fondateur, ça reste un traité. Les traités, les déclarations, ils sont souvent très ambitieux, plein de bonne volonté, voire de bons sentiments, mais ils ont souvent une portée qui est déclaratoire, voire déclamatoire, plutôt qu'une portée opératoire. Et donc ça dépend de la bonne volonté ou non des États pour que ce qui est prévu dans le traité soit réellement appliqué ou non. On le voit, on peut prendre deux exemples sur la question de la liberté de circulation, qui est quelque chose de très complexe avec beaucoup de va-et-vient en termes de souplesse, on va dire, et sur les questions de coopération. Il y a un domaine sur lequel l'humain fonctionne assez bien, c'est... ما كنسمع والو هادشي عثمان ما كنسمعو ما عنديش الصورة إلا كتسمعني أنا ما كنسمع والو ميم السي فؤاد المومي حتى هو. Le son a été rétabli pour le moment. Alors, un des éléments, alors il y a le problème de la libre circulation et qui ne fonctionne pas, et le problème, un élément qui fonctionne bien paradoxalement, c'est la coopération entre les ministères de l'Intérieur. Et c'est un des éléments de l'UMA, c'est-à-dire que on a tendance à considérer les migrants comme des opposants potentiels en exil, et là-dessus, paradoxalement, tout le monde s'entend bien. Donc il y a aussi vraiment cette problématique-là qui est en jeu. Voilà, je ne vais pas revenir sur la question de l'identité. Le livre d'Ali Guénoun vient d'être publié aux éditions du Croquant. C'est certainement ce qu'on a fait de mieux sur la crise de 49. Quoi. Merci. Oui, je crois que... Oui, Ramadan. On a encore deux, Ramadan et Houria. Une seconde, oui. C'est bon. Azoul, bonsoir. Je crois qu'en fin de compte, à travers ce que nos amis ont essayé de relater en partant d'une histoire officielle, comment on a essayé de construire cette Afrique du Nord, parce que c'est l'Afrique du Nord. Le reste, toute appellation est une appellation qui s'est greffée là-dessus sur la base d'un certain nombre d'arguments fallacieux. La conclusion, c'est qu'il y a eu échec de la construction, que ce soit de l'Union du Maghreb arabe ou de l'Union... Pourquoi? La question qu'on doit se poser, elle est là. Pourquoi? C'est parce qu'au fait, on a marginalisé la participation des peuples. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de construire une Afrique du Nord dans le cadre d'un régime marocain qui est une monarchie, qui est inféodée aussi, qui se dit héritière descendante du prophète, etc., de dictature, une en Tunisie qui est en train de se réaffirmer comme étant une dictature, une autre qui est celle des généraux en Algérie, et un pays qui est complètement disloqué, qui est à côté, qui est la Libye. Donc moi, pour opérer une position, comment
La question primordiale aujourd'hui, à partir du moment où on part des faits, c'est comment reconstruire une Afrique du Nord, des peuples, basée sur l'égalité des droits, sans que, bien sûr, en tenant compte de toute cette dimension historique, on ne peut pas la nier. Plus aujourd'hui, il n'y a plus personne aujourd'hui qui nie le fait que l'Afrique du Nord est un mazir, sur le plan identitaire. Maintenant, bien sûr, tout ce qui s'est greffé là-dessus, romain, français, tout ce que vous voulez, là-dessus. Mais comment dépasser cela? Comment sortir aussi d'un certain nombre, d'un contexte qui est plus ou moins subjectif pour reconstruire une Afrique du Nord sur des bases économiques, sociales, politiques, identitaires, en même temps citoyennes? Voilà ma question. Alors, nous avons la question de Ramadan. Je ne sais pas si Farid Lahsen راك تسمع فيا. Allô Farid Allô allô عثمان ما على باليش راه يسمع ولا لا. Il m'entend ou pas? Allô allô فريد راك تسمع؟ Rafiq Farid Lahsen, est-ce que vous voulez intervenir? Salim. D'accord, oui. Alors, effectivement, sur ce point-là, c'est difficile de contourner les lourdeurs des gouvernements et des administrations. Mais il faut aller au constat, c'était un des points de ma conclusion, ça a été aussi dit, c'est que paradoxalement les sociétés sont en avance aussi sur les États, puisque les solidarités, les liens entre les peuples du Maghreb, ils existent. On peut prendre un exemple, celui des patronymes, des noms de famille qui peuvent traverser aussi éventuellement les frontières. Alors un autre exemple qu'on peut citer, c'est les forums sociaux maghrébins. Sur le modèle du Forum social mondial, plusieurs ont été organisés. Peut-être que pour contourner ces lourdeurs, on peut passer par la société civile, par les associations, par les ONG. Ensuite, d'un point de vue purement politique, on retombe toujours fondamentalement sur la problématique de la nature de ces régimes. Voilà. Farid, راك تسمع؟ Allô? فريد افتح الميكرو. الو فريد. الو. Alors je passe la parole à. Sinon Athman, on passe la parole à Houria Yaha qui est là, qui voudra intervenir. Merci. En fait, mon intervention va complètement dans le sens de l'intervention précédente. C'est bon? Oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Je sais pas. En fait, ça fait suite exactement à l'intervention précédente. Je me dis, finalement, d'où on parle aujourd'hui. On est à Paris. Et où se rencontrent aujourd'hui le plus de Maghrébins? Où les Marocains, les Algériens, les Tunisiens se marient le plus? Encore une fois, en Europe. On se rencontre malheureusement moins chez nous, dans nos pays respectifs. Et un peu à l'instar du mouvement nationaliste qui, on reprend l'étoile nord-africaine, on en parlait tout à l'heure, finalement les solidarités se sont faites autour à la fois du monde ouvrier, des syndicats. La question, elle est aussi assez pragmatique. Comment peut-on faire un Maghreb des peuples quand les peuples ont du mal à se rencontrer, quand les régimes autoritaires qui sont là empêchent la simple rencontre? Alors effectivement, il faut être optimiste, se dire que les associations, mais même les associations, lorsqu'on agit
J'en ai pour preuve une expérience associative de 20 ans. On a du mal à se rencontrer. Il y a énormément d'empêchements. Donc, même en étant optimiste, j'ose espérer peut-être que de l'Europe peut partir ce Maghreb des peuples. Mais aujourd'hui, il faut-il encore que la société civile puisse se rencontrer. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais encore il faut structurer. Il faut, enfin voilà. Donc c'est vrai que quand on voit les régies aujourd'hui, l'état de nos pays, l'état politique de nos pays, sans vouloir être optimiste, ça pose vraiment une question du comment, la question toute pragmatique, comment on fait pour justement, même si on est tous là aujourd'hui, c'est qu'on est convaincus qu'on a effectivement une identité commune, qu'il y a nécessité géopolitique, nécessité économique, nécessité politique à ce que cette unité existe. Mais la question du comment, elle est là et elle est entière. Donc, ce serait la dernière intervention autour de ce premier thème.